Et voici maintenant dans le module numéro 2 dans lequel je vais vous aider à configurer Photoshop et à vous repérer déjà dans le logiciel, savoir où est quoi. Quand on arrive dessus, vous le voyez, il y a déjà, bon là ça va, c'est que le menu c'est que la fenêtre d'ouverture, donc il n'y a pas grand chose encore, mais ça va déjà être pas mal. Pour commencer, on va configurer Photoshop pour que vous ayez exactement le même Photoshop que moi. On va configurer l'espace de travail. Donc pour cela, je vais juste ouvrir une photo. On n'est pas forcément obligé, mais l'idée, je vais juste quand même ouvrir une photo, qui est une photo prise dans le désert de Bardenas, en Espagne. Et voilà, donc je configure juste une petite chose pour que ma vidéo se mette bien au bon endroit. Pour être certain d'avoir exactement le même espace de travail, vous allez vous mettre ici dans Fenêtre, vous allez cliquer sur Fenêtre, Espace de travail, et espace de travail photographie. Ça se peut que vous ne soyez pas dans l'espace de travail photographie. Le truc, c'est que si vous êtes déjà dans l'espace de travail photographie, vous avez peut-être fait des changements. Ou si vous étiez avant, vous avez peut-être fait des changements. Les changements, Photoshop le garde en mémoire. Donc il va falloir réinitialiser photographie. Bon, vous allez perdre du coup ce que vous avez fait déjà. Donc vous voyez, si vous voulez l'enregistrer, si vous voulez l'enregistrer, vous faites nouvel espace de travail, vous mettez le nom par exemple photographie de... vous pouvez mettre le raccourci clavier, les menus, le barre d'outils, vous cliquez sur tout, vous faites enregistrer, comme ça vous pourrez retrouver juste après ce que vous avez déjà pu configurer si vous êtes déjà arrivé sur Photoshop avant. Mais bon, là on va se mettre donc sur photographie et on va se mettre dans espace de travail, réinitialiser photographie. Hop. Et bien sûr ce que je viens de faire ça vient de tout changer, donc je vais remettre ici. On va dans édition, barre d'outils, donc tout en bas. Et je vais juste cliquer ici sur restaurer les paramètres par défaut. Ça réactive tous les outils. C'est juste que je vais en avoir un petit peu besoin pour vous expliquer pas mal d'outils en fait. Je vais juste vous montrer ceux qui sont utiles, ceux qui sont pas utiles. Voilà. Si, il y a une dernière chose, vous allez dans édition, raccourci clavier, pardon. Et vous allez ici dans ensemble. Vous cliquez bien sur paramètres par défaut de Photoshop. Enregistrez par exemple, si vous avez vos raccourcis à vous, là par exemple j'ai mis mes raccourcis à moi, je vous réexpliquerai ça tout à l'heure, mais enregistrez bien vos raccourcis en cliquant ici. Vous allez pouvoir mettre en raccourci avant formation, tac, vous enregistrez, comme ça vous ne perdez pas les raccourcis que vous avez déjà fait, ce qui est quand même assez important. Donc je me remets bien en paramètres par défaut. Maintenant que Photoshop est bien, enfin que l'espace de travail de Photoshop est bien configuré, je vais vous expliquer un petit peu l'interface. Je vais vous expliquer comment localiser les différentes parties de Photoshop. Donc dans un premier temps, les menus. Les menus c'est assez simple, c'est tout en haut, ici. Vous avez, quand vous cliquez dessus, comme dans tout logiciel, vous les avez. Si vous êtes sur Mac, donc ils sont encore un petit peu plus haut. Donc là, je suis sur PC, vous avez donc tous les menus ici. La deuxième chose sont les outils. Les outils, c'est cette partie ici. Vous voyez toutes les petites icônes ici. On va en parler, ça fera l'objet d'un module complet. Ça, ce sont les outils. Vous avez, quand vous cliquez sur un outil, par exemple, je vais cliquer sur le pinceau ici, vous avez le menu des outils. Donc c'est en fait le menu des options des outils, toutes les options des outils qui sont ici. Vous voyez que si je change d'outil, ici, hop, les options changent. Vous avez maintenant les fenêtres de réglage qui sont ici. Toutes les fenêtres de réglage seront ici. Elles peuvent être flottantes aussi, les fenêtres de réglage. Vous pouvez en retrouver plein d'autres ici, je vous expliquerai ça dans le module, mais par exemple si je veux prendre un qui n'est pas affiché comme paragraphe, vous voyez, il est ici. Ce sont des fenêtres de réglage. Vous pouvez, donc celles qui sont sur cette petite partie-là, vous pouvez, quand vous cliquez ici, vous pouvez les déplier. Ça, ici, c'est celle que vous avez directement dépliée. Mais vous voyez que vous avez des onglets, hop, ici, et vous pouvez donc réorganiser votre espace de travail. On ne va pas le faire maintenant parce que ça sera déjà un petit peu compliqué pour le début, mais voilà, vous savez déjà au moins où c'est. Cette partie-là, quand même, est très importante. Je vais juste parler de cette fenêtre de réglage-là, qui est la fenêtre des calques. Cette fenêtre des calques, c'est là où va se passer beaucoup de choses. Si elle n'est pas là, logiquement, elle est là, hein, mais si elle n'est pas là, vous l'avez dans Fenêtre, ici, calque. Donc, j'ai ouvert une photo tout à l'heure pour vous parler juste des éléments qu'il y a sur la photo. Donc là, on a l'onglet, on a la fenêtre, parce qu'on peut enlever, vous voyez, les fenêtres. On peut venir les coller comme ça dessus, mais on peut également les envoyer là où on veut. Là, je les envoie sur mes autres écrans. Vous avez ici donc le nom du fichier que vous avez ouvert. Vous avez ici le taux de zoom. Donc là, il est zoomé à 19,5%.
Vous avez l'espace colorimétrique, donc il est en RVB. 8 étoiles, c'est 8 bits, donc là c'est un JPEG, donc c'est normal qu'ils soient en 8 bits. Si vous avez un RAW, logiquement il est en 16 bits, voire en 32 bits si vous avez 24 bits si vous avez un moyen format. Vous avez donc en bas, vous avez les règles autour, mais ça on reverra ça plus tard. Vous avez ici des fenêtres, les petits ascenseurs pour pouvoir vous déplacer. Vous avez là le taux de zoom. Vous avez ici des petites informations sur sur votre photo. Et vous avez bien sûr ici, hop, vous pouvez mettre en plein écran, sauf que faites attention, si vous mettez en plein écran, ça le met en plein écran par rapport à votre écran, et non pas par rapport à l'espace de travail de Photoshop. Donc si vous voulez le remettre en grand dans Photoshop, il faut venir ici, le cliquer glisser juste au-dessus. Et quand, je ne sais pas si vous avez vu, ça fait un tour en bleu, c'est pas moi qui l'ai fait, ça c'est vraiment un tour en bleu. Une fois que c'est comme ça, hop, vous lâchez, c'est bon, il est locké. Voilà, ça c'était pour l'interface. Maintenant, on va passer à quelque chose qui va pas être très fun. Je vous l'accorde, ça va pas être très très fun, mais c'est essentiel pour bien configurer, pour bien partir sur Photoshop, c'est les préférences. Pour les préférences, vous allez dans Édition. Tout en bas, vous avez Préférences et vous allez appuyer sur Général. Vous voyez, vous avez un raccourci clavier qui est affiché juste à côté, qui est CTRL-K, qui va nous servir, puisque je vais faire plein d'allers-retours sur cette fenêtre Préférences. Dans Préférences, vous avez ici donc tous les onglets qui sont sur les côtés. Je vais d'abord passer extrêmement vite sur ces préférences, mais si vous le souhaitez, si vous souhaitez en savoir plus, j'en détaille beaucoup juste après. Je vais vous dire, vous pourrez avancer. En fait, je le détaille rapidement, et si vous ne souhaitez pas savoir, si vous ne souhaitez pas vous embêter avec les préférences, savoir ce que ça fait, passez quelques minutes plus tard, et on vous mettra un petit timecode pour pouvoir avancer. Si vous voulez savoir par contre ce que font exactement les options, quelques options que je vais décrire, continuez la vidéo. Donc voilà, ici, donc, je vous dis juste qu'est-ce qui est à activer, qu'est-ce qui n'est pas activé. Vous avez juste à copier-coller, vous pouvez faire pause sur chaque onglet pour configurer exactement votre Photoshop comme le mien. Donc l'interface, l'espace de travail, les outils, le journal de l'historique, la gestion des fichiers, exporter, performance, disque de travail. Alors le disque de travail, juste, c'est important, choisissez un disque dur qui n'est pas votre disque système, un disque dur où il y a de la place. Si vous voulez comprendre, je vous mets le timecode aussi pour juste voir cette petite partie-là qui est assez importante. Curseur, transparence et couleur, unité et règles, repères gris et tranche. Maintenant, je vais revenir dans tout ça et vous expliquer quelles options j'ai choisies et pourquoi. Si vous n'avez pas envie, vous avez ce timecode-là, vous allez directement au timecode et on passe directement au raccourci clavier. Je vais les décrire, pas tout, mais je vais décrire les plus essentiels, et ici, toutes les autres options. Donc, on va d'abord parler de Général. Dans Général, veillez à ce que, normalement, les préférences vont être exactement les mêmes, les vôtres vont être exactement les mêmes que les miennes, mais veillez à avoir les mêmes choses. Je vais vous parler des outils les plus importants, enfin des options les plus importantes, mais sachez une petite chose, c'est que si vous restez quelques secondes sur une ligne, vous avez une petite infobulle qui s'active et qui va vous aider à comprendre ce que fait cette option. Et pas toujours très facile à comprendre. Donc les choses importantes ici, c'est utiliser l'interface hériter nouveau document. Cliquez sur utiliser l'interface hériter nouveau document. Si vous ne cliquez pas dessus, si c'est décoché, vous allez avoir la nouvelle version de nouveau document. Donc si je fais fichier ici nouveau, hop. Pour moi, elle est imbuvable. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai pu... mon habitude de Photoshop, elle est imbuvable. Donc du coup, je préfère avoir l'ancienne. Donc je préfère cliquer ici, utiliser l'interface hériter nouveau document. Le exporter vers le presse-papier, ça vous permet de faire des copier-coller en dehors. Par exemple, vous pouvez copier un calque et une photo et la coller en dehors. Ça arrive rarement, mais ça peut être utile. Redimensionner pendant l'importation, c'est par exemple si j'ouvre un explorateur ici, tac, que je vais chercher n'importe quelle photo, par exemple, je peux la cliquer glisser, elle va s'ouvrir directement dans le document. C'est assez pratique et vous voyez qu'elle est redimensionnée pile poil comme il faut, j'ai plus qu'à appuyer sur Entrée et elle y est. Donc c'est plutôt utile, donc je vous conseille plus de le cocher. Toujours créer les objets dynamiques lors de l'importation. Alors, on va pas parler des objets dynamiques dans cette formation, parce que c'est un stade avancé de Photoshop. Juste pour que vous sachiez ce que c'est un objet dynamique, c'est un objet, en fait, c'est une photo qui est envoyée, une photo ou un objet, ou ça peut être un texte ou autre, qui est envoyé dans notre fichier de travail ici, mais qui rapporte à un autre fichier à côté.
Et c'est un petit peu compliqué, donc on va pas l'utiliser ici. Cliquer dessus, c'est quand même mieux. Interface. Donc l'interface, c'est juste avoir la couleur de l'interface. Donc vous pouvez avoir des thèmes différents, vous voyez, ça change. Moi j'aime bien le gris un peu sombre, pas le gris très sombre, je préfère le gris un peu sombre pour le texte, utilisez le français. Si vous êtes sur une grosse formation F1.4, c'est que vous parlez français, donc utilisez plutôt le français. La police, vous pouvez mettre en grand, en très grand ou en petit. Par contre, ça prendra effet au prochain démarrage, donc il faut que j'éteigne Photoshop et que je le relance pour vous montrer ce que ça fait, pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Mise à l'échelle de l'interface utilisateur, c'est si vous changez de résolution, ou si vous êtes par exemple sur un petit écran avec une très forte résolution, il va pouvoir adapter l'interface, mettre à l'échelle en fait les textes pour que vous puissiez voir quelque chose et que ce ne soit pas mis en 2 pixels en 3 pixels là, comme ça, dans un petit coin sur un demi-millimètre, vous pouvez absolument rien lire. Sur l'espace de travail, la seule chose que je vous dirais vraiment, c'est ouvrir les documents dans de nouveaux onglets. Si par exemple là, je voulais ouvrir un nouveau document, donc je refais CTRL O pour réouvrir un autre document, je vais aller me chercher une autre photo ici, une autre photo en JPEG, je l'ouvre et vous voyez que ça m'ouvre directement un nouvel onglet. Si je ne l'avais pas fait, je reviens ici, je fais CTRL-K à chaque fois pour revenir dans les préférences. Si je ne l'avais pas mis, hop, je refais CTRL-O pour ouvrir, et vous voyez que ça m'a ouvert un fichier, enfin une fenêtre à part, et si je le veux dans mon onglet, il faut que je vienne le remettre. Donc je préfère qu'il ouvre directement dans un nouvel onglet. Le reste, on va pas forcément... Si activer l'ancrage des fenêtres de documents, c'est quand même assez important. S'il n'est pas activé, ce que je vous montrais tout à l'heure, vous voyez, il n'y a plus de liseré bleu, donc vous ne pouvez pas le remettre en grand comme je vous l'ai montré, donc c'est plutôt assez pratique. Donc activer l'ancrage quand même. Les grands onglets ou les petits onglets, vous voyez ici, ça change juste. Alors moi je le laisse en petit, donc pas en grand onglet, parce que du coup ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité sur le reste. Ensuite, je vous ai dit, c'est pas forcément le truc le plus fun du monde là, mais c'est juste pour qu'on ait les mêmes, et je vous dis pourquoi en fait, c'est juste pour qu'on ait les mêmes options, et je vous dis surtout pourquoi chaque chose. Afficher les infobulles, donc c'est les infobulles dont je vous parlais, donc ça peut être super utile. La touche mage pour changer d'outil, ça je vous en parle tout à l'heure, mais activez-la, vraiment activez-la. Activer le panoramique rapide. Alors moi c'est quelque chose que j'aime activer, c'est comme le zoom animé. C'est juste en fait, regardez, quand je bouge ici, en fait je peux bouger, donc du coup, bon ça je vous explique tout à l'heure comment bouger avec la main, mais si je clique glisse et que je relâche, et je fais wouhou, 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 je trouve ça très chouette, et le zoom animé c'est juste de pouvoir faire ça. Et c'est aussi très pratique, donc cochez-le. Bon, ça demande d'avoir une nouvelle carte graphique, une carte graphique assez récente, donc préférez quand même avoir une carte graphique assez récente. Activez également variation de la dureté de forme arrondie en fonction du mouvement vertical, vous comprendrez plus tard. Ce sera quand on changera sur une brush, sur un pinceau, quand on changera la dureté ou l'opacité. Magnétiser les outils vectoriels et les transformations à la grille, vous pouvez laisser cliquer, on ne parlera pas d'outils vectoriels dans cette grosse formation. Journal de l'historique, on n'en parle pas. Gestion des fichiers. Alors, dans gestion des fichiers, il y a quelques petites choses à voir. Aperçu des images, toujours enregistré, c'est mieux. Extension en minuscules, j'ai toujours préféré les extensions en minuscules, pour ma part. Après, vous faites comme vous voulez. Enregistrer sous le répertoire d'origine, donc si vous réenregistrez, par exemple, vous faites un enregistrer sous, il va aller directement dans le répertoire d'origine. Enregistrer en arrière-plan, ça va vous permettre de continuer à travailler même s'il est encore en train d'enregistrer. Enregistrer automatiquement les données de récupération chaque 5 minutes. L'idée c'est que ça fait une espèce de sauvegarde, une sauvegarde automatique à tous les 5 minutes, et je peux vous dire que quand vous ne l'aviez pas activé, que vous n'êtes pas disponible, et n'êtes pas disponible avant, et que vous perdez 2 heures de travail ou 3 heures de travail parce que vous avez oublié de sauvegarder, vous êtes content que ça existe. Les préférences de caméra RAW, on ne va pas en parler. Cliquez sur utiliser Adobe Camera Raw pour les fichiers RAW. Donc quand vous ouvrez un fichier, je vais le faire juste comme ça, si vous ouvrez un fichier, hop, RAW qui va lancer directement Camera Raw, vous pourrez avoir des options. Mais ça, on en parle tout à l'heure. Une petite chose aussi, c'est ignorer les métadonnées de rotation. Décochez-le, vérifiez qu'il est bien décoché, parce que du coup, sinon, vous savez, votre appareil photo, quand vous le tournez, en fait, il met dans les exifs le fait que votre photo a été prise dans un certain sens. Donc, quand vous l'ouvrez sur Lightroom ou sur Photoshop, elle est directement dans le bon sens. Donc, plutôt préférez de
décocher cette partie-là, sinon elle sera dans le mauvais sens, sinon votre photo sera dans le mauvais sens. La liste des fichiers récents, donc les fichiers récents c'est quand vous voulez ouvrir un fichier que vous venez d'ouvrir, donc 20 fichiers c'est plutôt bien. Exporter, alors exporter c'est une fenêtre qu'on va voir tout à l'heure qui permettra d'exporter rapidement. Donc généralement moi je la configure en JPEG en qualité 85, c'est un export rapide en fait, et en SRVB, parce que l'export rapide est souvent fait pour Internet, et donc du coup SRVB. Performance, alors là on va en parler un tout petit peu. Vous avez ici, vous allez pouvoir gérer votre RAM, gérer combien en historique aussi, ça c'est très important, et si on peut utiliser sa carte graphique ou pas. Le mieux pour Photoshop c'est d'avoir beaucoup de RAM. Je suis pas calé extrêmement en ordinateur, ça fait longtemps, enfin j'ai des bases en ordinateur parce qu'avant je m'intéressais beaucoup à ça, mais je suis pas extrêmement calé en ordinateur, mais sachez que la mémoire vive, donc la RAM, ce qu'on appelle la RAM, c'est ce qui permet à un logiciel de travailler très rapidement. C'est un espèce de petit disque dur, mais ultra rapide, qui permet de faire des tâches, des tâches qu'on demande là, sans avoir à enregistrer ou sans avoir la latence d'un disque dur physique. Donc c'est très... Photoshop est un logiciel qui demande beaucoup de RAM. Là, j'ai 16 Go de RAM sur mon ordinateur. Je sais que mon prochain ordinateur en aura 32. Ayez au minimum 8 Go, mais 16 Go c'est quand même bien. Surtout maintenant que les nouveaux ordinateurs demandent beaucoup de RAM, un Windows demande beaucoup de RAM maintenant, donc préférez avoir beaucoup de RAM. 16 Go c'est mon avis maintenant bien, si vous n'utilisez pas trop Photoshop. Moi qui utilise beaucoup Photoshop, il faut vraiment que je passe à 32 Go. Historique et cache, donc je vais juste cliquer ici. Vous voyez ici, vous avez des presets. Vous avez des presets pour conception web, pour photo et pour dimension de pixels immense. Donc dimension de pixels immense, c'est vraiment si vous avez des très gros fichiers. Donc je vais appuyer sur photo, donc ça le remet normalement bien. Et de ce que j'ai lu, c'est mieux d'être à peu près à 80% d'utilisation, de laisser Photoshop utiliser 80% de la RAM. Donc ça veut dire que là, Photoshop peut utiliser jusqu'à 11 Go de RAM. 11 Go 6. Tout le reste, il ne va pas l'utiliser. Utilisez un processeur graphique si vous avez une bonne carte graphique, ça vous permettra d'aller beaucoup plus rapidement. Il va utiliser en fait le processeur de votre GPU, donc le processeur de votre carte graphique. État d'historique. Alors l'état d'historique de base, il est réglé à 10. Ça veut dire que vous pouvez revenir que 10 fois en arrière sur des choses que vous avez faites. Vous pouvez faire CTRL-Z 10 fois. C'est vraiment pas beaucoup 10 fois sur Photoshop, parce que à chaque fois que vous peignez, que vous prenez votre stylet, que vous appuyez, vous peignez, vous revenez, vous peignez, ça fait une fois à chaque fois. Donc ça fait une action, un état d'historique. Donc si vous mettez trop d'historique, le problème c'est que il va demander beaucoup de cache, il va demander beaucoup de ressources pour pouvoir enregistrer tout ça, et ça va être pas top. Il va ralentir Photoshop. Donc là, j'ai 50, généralement, moi, je mets 80 ou 70, c'est vraiment en fonction, allez, 75, on va être entre les deux, c'est vraiment en fonction de votre ordinateur. Si vous avez un très bon ordinateur, vous pouvez mettre plus, si vous avez un ordinateur moins rapide, mettez-en moins, mais faites attention du coup. Niveau de cache, mettez sur 4, et la taille de mosaïque, 1024, c'est très bien. Maintenant, on passe au disque de travail. Donc, disque de travail, c'est quand la RAM est surchargée, quand il n'y a plus de RAM, quand vous n'avez que 8 Go de RAM et que Photoshop a besoin de 20 Go pour pouvoir travailler, bien du coup, il va utiliser un disque dur, il va utiliser votre disque dur. Il est important de ne pas le mettre sur votre disque système, il n'est pas important de ne pas le mettre sur C. Ce qui est bien, c'est de le mettre sur un disque dur qui soit assez peu rempli. Sachez quand même qu'il va être beaucoup moins rapide. Donc, si vous avez un disque dur SSD, plutôt mettez-le sur un SSD. Donc moi, je le mets là sur le disque dur G. Qui est un disque dur SSD, et donc du coup normalement il ira un peu plus rapidement. Prochain onglet, c'est les curseurs. Les curseurs, donc préférez taille réelle de la pointe, donc en fait c'est quand vous aurez votre brush, hop, je vais mettre en pinceau, vous voyez, je vois directement, tac, je vois directement la vraie taille de mon pinceau. Si je n'activais pas ici et que j'étais en point de standard, hop, vous voyez, je modifie la taille, mais je ne le vois pas. Donc, préférez ici dans curseur taille réelle de la pointe. Vous pouvez, si vous voulez, afficher un petit réticule au milieu pour voir exactement où est le milieu de votre pinceau, mais c'est pas forcément utile. Autre curseur, donc plutôt précis, c'est plus facile. Et aperçu de la forme, c'est pas grave, on s'en fout, c'est en rouge, ça va très bien. Transparence, donc c'est la grille. Quand vous avez de la transparence, donc par exemple ici, hop, si j'efface une partie,
si je prends ma gomme et que j'efface une partie, vous voyez derrière, il n'y a plus rien derrière ma photo. Je vous expliquerai ça tout à l'heure dans les calques. Et derrière, il y a la grille qui s'affiche. Et c'est ça qu'on va régler ici, en transparence. Donc la grille, moyenne et en clair, c'est très bien. Unité et règles. Alors, pour ma part, je préfère travailler en pixels. C'est une habitude que j'ai. Je préfère travailler en pixels. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire, je préfère travailler en pixels. Résolution d'impression 300, résolution d'écran. Alors là, la résolution d'écran, on va pas en parler, mais sachez que c'est pas forcément la bonne. Il y a tout un petit système de calcul, j'en parle dans un épisode avec Francky d'Artphotolab. Il y a tout un système pour calculer la vraie résolution de votre écran, puisqu'en fonction de la taille de votre écran et de la résolution que vous affichez sur votre écran, cette résolution-là est à changer. Mais ça, c'est pas grave. Repères et grilles, donc là c'est juste pour avoir la couleur des repères, pas très important. Pas forcément, non, il n'y a pas forcément à cliquer. Ok, ça c'est bon. Maintenant les raccourcis clavier, c'est une chose extrêmement importante, vous allez en édition raccourcis clavier. Les raccourcis clavier, c'est ce qui vous permet d'être très rapide sur Photoshop. Vous avez les raccourcis clavier qui sont affichés quand vous allez par exemple dans les menus, en édition, vous avez les raccourcis clavier, vous avez coupé CTRL-X, copier CTRL-C, bon ça vous savez exactement ces raccourcis-là. Mais vous avez les raccourcis des autres, des choses spéciales sur Photoshop, par exemple échelle basée sur le contenu, c'est Maj CTRL-A. Et sur les outils, si vous restez cliqué sur un outil, vous avez le raccourci clavier ici, par exemple le raccourci V, pour aller sur l'outil déplacement. Apprenez-les par cœur. C'est ce qui vous permet d'être ultra rapide sur Photoshop. C'est beaucoup plus rapide de faire par exemple CTRL-K pour arriver sur les préférences plutôt que de faire édition, préférences, générale. Il y a même un raccourci clavier pour aller dans la fenêtre des raccourcis clavier, ce qui est quand même pas mal. Alt, Maj, CTRL-K. Donc Alt, Maj, CTRL-K. Voici la fenêtre des raccourcis clavier. Donc, les raccourcis clavier. Alors, il y a 3 zones de raccourcis clavier. Vous avez ici les raccourcis pour les menus de l'application, donc tous les menus qui sont en haut. Les menus de panneaux. Donc les menus de panneaux, c'est les panneaux, les réglages ici, les panneaux que je vous montrais tout à l'heure. Donc par exemple ici, on a le panneau calque. On peut aller ici dans calque, on voit les raccourcis spéciaux de ce panneau-là. Donc vous voyez, on peut le configurer vraiment beaucoup. Et vous avez également les raccourcis d'outils, donc tout ce qui est là, tout ce qui est sur le côté, on peut les reconfigurer comme on veut. C'est ici également que vous pouvez afficher ou désafficher les menus. Par exemple, s'il y a des menus qui ne vous intéressent vraiment pas, vous pouvez dire par exemple, je ne vais jamais tout fermer d'un coup, donc je peux le décocher, je fais OK, et vous voyez ici, il n'est plus là. Ici, je vais le remettre quand même. Et on peut faire ça pareil pour les menus de panneaux et les menus de l'application. Dans cette formation, je ne vais pas changer les raccourcis clavier. Pourquoi? Parce que c'est ceux de base, et j'ai dit que je faisais une formation de base. Mais il y a juste un raccourci à changer, c'est le CTRL-Z. Parce que le CTRL-Z, quand vous faites CTRL-Z, en fait, c'est annuler, rétablir. Donc j'ai développé édition et annuler, rétablir. Le CTRL-Z, le problème, c'est qu'il va annuler votre dernière action, et si vous refaites CTRL-Z, il va rétablir la dernière action. Donc c'est comme si vous faisiez j'annule et je reviens. C'est pas très logique, enfin dans notre logique du CTRL-Z, ça marche pas beaucoup. En fait, ce qui marche en CTRL-Z normalement, c'est aller vers l'arrière. Donc c'est Alt-CTRL-Z. Sauf que c'est un peu plus chiant de faire Alt-CTRL-Z que CTRL-Z, donc du coup je vais le changer. Et ça va me montrer d'ailleurs comment changer les raccourcis clavier. Je clique ici sur CTRL-Z, j'appuie sur sur CTRL-ALT-Z pour faire le même que aller vers l'arrière. Il me dit qu'il y en a déjà un qui est utilisé. Donc j'appuie sur sur aller vers l'arrière, et j'appuie juste sur CTRL-Z, et voilà, j'ai plus qu'à faire OK, et mes raccourcis sont changés. Assez facile quand même. Si vous voulez avoir un résumé de tous les raccourcis clavier qui existent, vous avez ici Résumé. Vous pouvez cliquer sur Résumé, vous l'enregistrez, ça vous fait un fichier HTML, vous l'enregistrez, et vous pouvez aller l'ouvrir. Hop, je l'ai ouvert, et ça me fait tous les raccourcis clavier de Photoshop. Donc on peut se les imprimer, bon ça met tous ceux qui n'en ont pas aussi, mais on peut se les imprimer. Et donc du coup, on peut tout voir. C'est assez pratique. Je vous montrais tout à l'heure comment enregistrer vos raccourcis. Vous pouvez enregistrer ici. Vous avez fait tous vos raccourcis, vous pouvez les enregistrer, vous mettez un nom et vous appuyez sur enregistrer. Et du coup, après, vous pouvez venir les charger ici, juste dans ensemble. Et je peux mettre mes raccourcis à moi. Ça me dit, du coup, si je ne les ai pas enregistrés, c'est pas bon. Enfin, du coup, enregistrez-les d'abord. Je peux les supprimer également. Si vous avez envie de charger des raccourcis clavier, si vous avez trouvé par exemple sur l'épisode que j'ai fait sur les raccourcis clavier dans F1.4, je vous donnais un fichier, donc KMZ, si je dis pas de bêtises, KYS, pardon, qui était donc tous les raccourcis clavier
que j'utilisais moi. Vous pouvez donc du coup les charger, vous pouvez les charger en cliquant sur cette icône-là, le petit juste à côté sauvegarder, allez le sélectionner, faire enregistrer, et il applique les raccourcis. Ça c'était pour les raccourcis clavier. Maintenant, on va passer à comment se déplacer dans Photoshop. Se déplacer dans Photoshop, c'est assez essentiel parce que si vous ne savez pas comment vous déplacer dans Photoshop, vous n'allez juste pas aimer Photoshop. J'enlève la souris, je passe sur la tablette graphique, je parlerai de la tablette graphique tout à l'heure. Maintenant, je vais vous expliquer comment déplacer votre photo, comment se déplacer dans Photoshop. Normalement, quand vous arrivez, vous êtes ici. Vous avez juste votre onglet, vous n'êtes pas en mode plein écran comme je l'étais. Si j'appuie sur espace, j'ai la main qui s'affiche. La main, ça me permettra de bouger ma photo. Donc là, je ne peux pas la bouger parce qu'elle est loquée dans cet espace-là. Si je zoome un petit peu, je vais avoir besoin de me déplacer. Et donc là, en appuyant sur espace, je peux me déplacer. Si je veux zoomer, je vais appuyer sur Z et je vais cliquer glisser sur le côté vers la gauche pour dézoomer, vers la droite pour zoomer. Si je veux revenir à 100%, si je veux voir la photo à 100%, je fais clic droit 100%. Si je veux revenir à la taille de l'écran, je fais clic droit taille de l'écran. Pour la main, il faut bien rester appuyé sur la touche espace pour pouvoir bouger, et quand j'enlève, ça revient sur l'outil que j'utilisais. La touche zoom, si je reste zoomé, si je reste appuyé sur Z, pardon, pareil, ça dézoome, ça zoome, et quand je relâche, ça revient sur mon outil. Si par contre j'appuie sur Z, juste sur Z, ben en fait ça va rester sur le module zoom, le module loop, que vous trouvez ici. Le module main, vous allez le trouver juste ici. Voilà, c'est juste une petite chose à savoir parce que c'est assez utile de ne pas rester sur le mode zoom, donc restez appuyé sur Z, comme ça vous pouvez revenir directement, je reste appuyé, je fais mon zoom et ça revient directement sur mon outil à côté, sur l'outil que j'utilisais. On peut switcher entre plusieurs modes plein écran. Si vous appuyez sur la touche F, je passe en mode plein écran, donc là, vous voyez, je peux bouger ma photo comme je veux, et vous avez un mode encore plus plein écran si vous réappuyez sur F, donc c'est le mode vraiment sans aucun menu autour. On peut appuyer également sur Tab, sur la touche tabulation, pour enlever les menus sur les côtés. Ça permet aussi de pouvoir voir la photo en plus grande, d'utiliser tout le cadre de son écran. Ce raccourci clavier F, c'est également l'icône que vous pouvez voir ici, c'est la dernière des outils. Donc là, il vous met en mode plein écran, les panneaux sont masqués, donc ne plus affichés, oui. Sauf que du coup, on peut plus voir les panneaux, c'est ça qu'il nous disait. Donc soit on réappuie sur tabulation pour réavoir les panneaux, et on peut sortir de la zone, soit on réappuie sur F. Maintenant, je vais prendre quelques minutes pour vous parler d'un concept qui s'appelle le non destructif. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Photoshop est destructif. Si je prends mon calque et que je prends ma gomme et que je peins et que j'enregistre ma photo, j'ai perdu l'information qui est dessus et je l'ai perdue à vie. C'est-à-dire que j'ai tout perdu. Et là, je pleure. Lightroom, comme je vous disais, est non destructif, c'est-à-dire que vous pouvez appliquer n'importe quoi dessus, vous retrouverez toujours votre fichier d'origine. Photoshop, c'est très différent. Photoshop, vous ouvrez par exemple votre RAW dessus, vous l'enregistrez, ça va créer un nouveau fichier qui va être un fichier PSD. La plupart du temps, c'est un fichier PSD, ça peut être du TIFF ou du PSB, mais la plupart du temps c'est du PSD. Et si vous faites une action dessus, si vous supprimez un calque, si vous supprimez des pixels dessus, et que vous réenregistrez, vous avez perdu. Vous avez perdu les pixels que vous avez supprimés. Bon, vous avez toujours votre fichier de base puisque votre RAW ne peut pas être modifié, mais toutes les modifications que vous aurez faites sur Photoshop seront perdues. Il est important d'apprendre à travailler en non destructif sur Photoshop. Par exemple, si là je veux gommer, si je veux enlever cette partie-là, je ne vais pas utiliser la gomme, je vais utiliser ce qu'on appelle un masque de fusion, ici. Et sur ce masque de fusion, si je viens peindre en noir, ça fait comme la gomme, sauf que si je suis pas content et que j'ai mal fait mon gommage, si je repeins en blanc, ça revient. En fait, je n'ai pas perdu, il n'efface pas les pixels, il les rend juste transparents. Une chose très importante à faire quand vous arrivez sur Photoshop, la première chose très importante à faire, c'est de dupliquer votre calque de base. Vous dupliquez votre calque ici, vous pouvez faire un clic droit dessus, dupliquer le calque, faites OK. Comme ça, vous gardez toujours votre calque d'origine en bas. Après, je connais des photographes qui font tout en destructif et qui font des choses très bien. Il faut juste être sûr de soi. Si vous merdez, du coup, vous avez perdu votre truc et vous devez tout refaire. Je vais pas forcément vous demander de faire du non destructif tout de suite, même si j'aimerais bien que vous y habituiez, mais parce que c'est quand même un peu compliqué, c'est une réflexion à avoir. Mais sachez qu'on peut faire du non destructif sur Photoshop et il faut vraiment tendre vers ça. Ça fait des fichiers plus lourds, mais c'est une sécurité pour vous. On arrive sur la fin du module, mais avant tout, je vais vous parler de ça, qui est une tablette graphique. Une tablette graphique, ça va vous permettre d'utiliser un stylet, comme celui-ci, donc un crayon, pour pouvoir peindre, pour pouvoir utiliser Photoshop, pour pouvoir utiliser même votre ordinateur. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre
votre souris. Sur Photoshop, pour moi, c'est essentiel. Alors oui, au début, c'est un petit peu compliqué à l'utiliser, c'est un peu compliqué à s'y habituer. C'est comme tout nouveau périphérique, comme tout nouvel appareil, c'est compliqué à utiliser au début. Mais vous gagnerez énormément en rapidité en utilisant ça. Là, j'utilise une Wacom Pro M, qui est pour moi juste bien. C'est juste la bonne taille. Vous voyez ici, vous avez une zone de travail. La zone de travail, c'est ce qu'il y a. Normalement, vous le voyez, vous avez des petits carré ici, c'est la zone de travail qui représente mon écran. Donc je l'ai configuré pour que ça représente juste mon écran. Si je vais là, vous voyez que je suis tout en haut, puis tout en bas à gauche, puis tout en bas à droite, puis tout en haut à droite. Quand je vais peindre, là je vais peindre en blanc, je vais pouvoir dessiner. Par exemple, je fais le beau dessin. Oui, je sais, je suis très très bon en dessin. Je vais pouvoir écrire, genre hop, bonjour. Tac. Et vous voyez, c'est ultra instinctif. Alors que si je devais le faire avec la souris, donc là je prie ma souris, vous voyez que c'est pas... Ça marche, mais c'est pas très beau et j'ai été beaucoup moins vite. Je vous conseille vraiment d'utiliser un stylet, même si c'est compliqué de s'y habituer. Avant-dernier point de ce module, je vais vous parler de la différence entre 8 bits, 16 bits et 32 bits. Vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure que ma photo ici était en 8 bits, parce que c'est un JPEG. Un JPEG est en 8 bits. Un RAW d'un réflexe normal est en 16 bits. Un RAW d'un moyen format est en 24 bits. Pour faire simple, c'est le niveau d'information, le nombre de niveaux d'information qu'il peut y avoir dans votre fichier. Un fichier à 8 bits sera, vous aurez moins de latitude, par exemple, pour récupérer les très hautes lumières ou récupérer les très basses lumières que sur un 16 bits. C'est pour ça qu'il faut shooter en RAW. Quand vous shootez en RAW, vous avez beaucoup plus de latitude, beaucoup plus de dynamique sur votre photo et vous pourrez donc du coup la modifier plus facilement. Il vaut mieux toujours faire plus que moins. C'est-à-dire que vaut mieux avoir un fichier en 16 bits qu'un fichier en 8 bits. Là j'ai un JPEG, ça ne sert à rien par exemple de passer dans Images, Mode, et de le passer en 16 bits. Ça ne sert à rien puisque ça ne va pas créer des nouvelles informations. C'est comme si je voulais augmenter la taille, redimensionner en plus grand ma photo, bah, ça ne créera pas du détail, il ne va pas pouvoir inventer du détail. Préférez vraiment un 16 bits, donc un fichier RAW pour travailler, et ne le réenregistrez pas en 8 bits pour travailler dessus. Vous pouvez réenregistrer en 8 bits quand c'est du JPEG, quand vous voulez le montrer sur internet ou autre. Je ne l'explique pas plus parce que je ne suis pas un spécialiste, mais préférez le 16 bits que le 8 bits. Une dernière chose à vous expliquer avant d'arriver à commencer à s'amuser sur Photoshop, oui c'est un petit peu le module un peu chiant, mais je suis obligé de passer par là, ce sont les espaces colorimétriques. Pareil que pour le 8 bits, le 16 bits ou le 24 bits, 32 bits, c'est important de comprendre les espaces de colorimétrie. L'espace colorimétrique, en fait, c'est un système d'information de couleurs, d'information de nombre de couleurs. Il y a le sRVB, le Adobe RVB, le ProPhoto, il y en a plein d'autres, il y a plein d'espaces colorimétriques différents, mais surtout ces trois-là qu'on utilise. Le sRVB, c'est celui qu'on utilise plus sur Internet. C'est vraiment le moins qualitatif, c'est celui qu'on utilise sur Internet, comme je vous disais. Ne travaillez pas votre photo en sRVB, vous n'aurez pas beaucoup d'informations. Il y a après le Adobe RVB. Le Adobe RVB, c'est celui qui est à peu près affiché par nos écrans. Par exemple, l'écran que j'ai là, pour moi, affiche du Adobe RVB, ou à 99%. Ça veut dire que le sRVB, on va voir directement, vous allez par exemple avoir, ce système de crénelage dans les dégradés, ça va être très moche, et vous n'aurez pas un vrai dégradé, par exemple du noir vers le blanc, vous n'aurez pas un très beau dégradé, vous aurez un dégradé qui sera en escalier. Donc utilisez de base au moins le Adobe RVB pour bien l'afficher sur votre écran. Enfin, moi j'ai un écran qui est fait aussi pour. Et vous avez au-dessus le ProPhoto, et c'est celui que je vous conseille vraiment d'utiliser, c'est celui qui a le plus d'informations, même si votre écran n'est pas capable d'afficher du ProPhoto, si vous faites tirer vos photos derrière, il sera capable, l'imprimeur, votre tireur sera capable d'utiliser tous les dégradés, toutes les nuances que vous aurez dans votre ProPhoto. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser l'espace colorimétrique ProPhoto. Après, si vous voulez pas vous faire chier avec ça, ce que je peux très bien comprendre, si vous avez déjà beaucoup de choses à voir, utilisez juste le Adobe RVB, donc allez bien dans Édition, Couleurs, et vous allez configurer votre espace de travail RVB. Ici, vous cliquez ici et vous le passez en Adobe RVB qui est ici, le Adobe RVB 98. RGB, RVB, c'est la même chose. C'est Red, Green, Blue en anglais, rouge, vert, bleu en français. Hop, le Adobe RVB 98. Vous faites OK, et au moins, toutes les photos que vous ouvrirez, donc dès que vous ouvrirez maintenant un fichier. Là, par exemple, je vais ouvrir un fichier RAW, hop, un fichier CR2 ici. Je fais juste ouvrir une image. Et là, bon, j'arrive sur une fenêtre qui est un peu chiante. La non-concordance des profils, c'est une fenêtre d'information. Je vous ai mis le Quickie F1.4 que j'ai fait là-dessus.
C'est quand même rageant de toujours voir cette putain de fenêtre d'information de non-concordance des profils colorimétriques lors d'un passage de Lightroom à Photoshop. Je vous explique pourquoi elle apparaît et surtout comment bien tout configurer. Réponse rapide. Parce que votre Lightroom et votre Photoshop ne sont pas réglés sous le même espace de travail colorimétrique. Il suffit donc d'homogénéiser les deux logiciels. Réponse moins rapide. Bon, en fait, la réponse rapide était déjà assez complète comme ça, en fait. Donc je vais vous expliquer comment ne plus avoir ce message d'information. Et non d'erreur comme on pourrait le penser, vraiment très embêtant. Ce problème survient lorsque Lightroom exporte la photo avec un profil colorimétrique différent de celui réglé de base dans Photoshop. Et en fait, il suffit donc que les deux logiciels soient réglés pareil. Bien. T'as regardé la réponse rapide, toi, hein? Parenthèse sur les espaces colorimétriques. Rapide, car ça fera l'objet d'un épisode bientôt. Ce que je vais vous expliquer dans les 20 prochaines secondes est une version simplifiée des espaces de couleurs. C'est un domaine trop technique et dont je ne suis pas un expert. En gros, il y a le sRVB, le Adobe RVB et le ProPhoto. Ce dernier contient beaucoup plus de nuances et donc d'informations que les deux premiers, même si notre écran n'est pas capable de les afficher. Après de longues discussions, avec un laboratoire de tirage d'art, j'ai compris qu'il fallait mieux utiliser l'espace ProPhoto. Bon, c'est vrai, on ne voit pas tout à l'écran, comme je vous l'ai déjà dit, mais le couple papier-encre est capable de restituer certaines nuances qui vont au-delà du Adobe RVB. Le tirage est donc plus qualitatif que ce que l'on voit à l'écran. Puis bon, c'est quand même ballot de vouloir dégrader volontairement sa photo. Réglons maintenant les logiciels. Dans Lightroom, allez dans Édition, Paramètres, onglet Édition externe. Réglez le format de fichier en PSD, j'aime pas le TIFF, même si le PSD est un format propriétaire. Vous mettez l'espace colorimétrique en ProPhoto RVB, profondeur 16 bits, résolution 360 dpi. Il reste à appuyer sur OK, et c'est bon, pour Lightroom c'est fait. Côté Photoshop, vous allez dans Édition, Couleurs, vous réglez le RVB en ProPhoto RGB. RGB, c'est la version anglaise de RVB. Red, green, blue, rouge, vert, bleu. On va faire comme si vous le saviez, je le dirai à personne, ne vous inquiétez pas. Vous cliquez encore sur OK, et voilà! Vous n'aurez plus jamais cette fenêtre au passage de Lightroom à Photoshop. Un dernier point à éclaircir. Maintenant, Photoshop est de base en ProPhoto. Ça veut dire que lorsque vous importerez une photo en sRVB, venant du web par exemple, il va vous reposer la question de l'espace colorimétrique. Le choix est évidemment de garder l'espace sRVB si c'est le profil incorporé dans le fichier. Pour ce faire, retournez dans Édition, Couleurs sous Photoshop, Règles de gestion des couleurs, RVB, conservez les profils incorporés et décochez le choix à l'ouverture. Voilà, votre chaîne de logiciels est bien configurée. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas retoucher vos photos. Mon espace de travail est configuré en Adobe RVB. Incorporé dans mon fichier, c'est un ProPhoto. Donc il me demande est-ce que je dois préférer le profil incorporé, donc faire en ProPhoto, ou si je dois supprimer le profil incorporé, ou si je dois convertir les couleurs donc de ProPhoto vers Adobe RVB. Évidemment, je vais préférer le profil incorporé, c'est certain. Je fais OK. Et vous voyez ici qu'il s'est mis en 16 bits. Et si je vais dans Édition, Convertir en profil, vous voyez que mon profil de base est en ProPhoto RVB. Vous embêtez pas avec ça, je voulais juste vous montrer la fenêtre de non-concordance parce on l'a assez régulièrement. Si vous voulez l'enlever, vous allez dans Édition, Couleurs, vous réglez bien ici. Donc, on va rester le régler en Adobe RVB. Non, il faut faire les choses bien en fait. Non, je dis des bêtises, il faut faire les choses bien. Vous allez le chercher directement ici en ProPhoto RVB. Vous mettez règles de gestion de couleurs, hop, conservez les profils incorporés, comme ça vous n'aurez pas la fenêtre de non-concordance. Si ici la non-concordance de profil c'est là, choix à l'ouverture, soit vous cochez choix à l'ouverture et donc du coup vous aurez la fenêtre que vous avez vue tout à l'heure et s'il y a une non-concordance vous aurez la fenêtre qu'il y a tout à l'heure. Si vous la désactivez, il va conserver directement les profils incorporés. Donc là, normalement, maintenant, si je réouvre ma photo, il ne me l'a pas demandé, et pourtant, je suis bien ici en ProPhoto RVB. C'était la partie un petit peu chiante de cette formation. Il fallait juste que vous ayez tout ça en tête. Et maintenant, on va pouvoir passer à s'amuser avec le module suivant. Dans le module suivant, je vais retoucher deux photos, un portrait et un paysage. Avec des outils de base, comme on pourrait s'amuser sur Lightroom, on va s'amuser sur Photoshop. Vous pourrez retoucher rapidement du coup vos photos. Voilà.